Bonjour à toutes et à tous. Ce mois-ci, dans Fais la diff, on va s'attaquer à un sujet qui fait s'arracher les cheveux à beaucoup d'entre vous, à savoir comment entretenir le lien entre com interne et terrain, David. Salut Valentin, bonjour à toutes et à tous. Et oui, vous les connaissez, ces collaborateurs qui sont répartis sur tous les territoires, qui sont souvent sans accès direct aux écrans et pourtant qui ont le même besoin que tous les autres, c'est-à-dire être informés, comprendre la vision et se sentir pleinement connectés à l'entreprise. Alors, comment faire en sorte pour que ça circule vraiment ? Comment faire en sorte que les messages soient utiles, soient entendus, soient incarnés ? Et dans l'autre sens, comment faire en sorte que la com interne se nourrisse du terrain ? Avec nous, plusieurs professionnels de la com interne viendront partager leur expérience, leurs succès, leurs échecs, des activations que vous pourrez mettre en œuvre dès demain, des choses très concrètes. On parlera, comme d'habitude, des bons formats, des bons réflexes et surtout des bonnes pratiques pour continuer à faire la diff sur le terrain. Et puis, comme tous les mois, l'agenda de la FSI, la carte blanche avec encore une surprise ce mois-ci. Je crois qu'on est prêt, Valentin ? Et c'est parti pour ce nouvel épisode. Et vous le savez, la communication interne, c'est du lien. Et le lien, ça se cultive. Alors, place à la vie du réseau AFSI et aux actus, avec justement 2 points seulement ce mois-ci, Valentin. Et si je vous dis bienvenue chez les Ch'tis, on sait tout de suite où on va. Eh bien, on va dans les Hauts-de-France et plus particulièrement à Lille et Amiens où se sont déroulés les 2 premiers événements de lancement de cette nouvelle délégation régionale. Donc, amis des Hauts-de-France, n'hésitez pas à revenir vers nous pour connaître la suite qui est déjà en préparation. Alors, j'avais envie de rester dans les films, dans cette thématique. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, ce feel-good movie. Demain, tout commence avec Omar Sy. On y parle d'entraide, de projets collectifs et ça m'a fait penser à la deuxième actu. Et le collectif, c'est bien sûr les adhérents, mais aussi vos administratrices et administrateurs qui travaillent pour vous et qui donc se sont réunis pendant toute une journée très très studieuse, l'idée étant de pouvoir réfléchir à l'AFSI, son offre, la manière dont on communique auprès de vous. Donc surveillez bien vos boîtes mail puisque dès la prochaine saison qui débute donc en septembre, normalement vous aurez quelques nouveautés. Et comme souvent dans les films, il y a un bonus. Nous aussi, on en a prévu un aujourd'hui, Valentin. Un bonus vidéo donc à retrouver sur la chaîne de la FCI. Témoignage de Nolwenn des laboratoires Expansion, ce qui nous a parlé en fait des indicateurs en com interne, sujet d'ailleurs qu'on avait évoqué lors de la toute première émission de Fais la diff. Et avant de se quitter et le clap de fin de cette séquence, Valentin, pour lancer le thème du jour, on écoute les 2 retours de Stéphanie et May, 2 consultantes qui nous expliquent, qui nous donnent leurs conseils pour savoir comment entretenir le lien entre le siège et le terrain au quotidien. Bonjour. Alors, lorsque j'étais directrice de la communication interne au sein d'une filiale du groupe Pernod Ricard, donc nous avons mis en place plusieurs initiatives visant à renforcer la proximité avec les équipes terrain. Alors, tout d'abord, cela passe par aller à leur rencontre, bien sûr, à la rencontre de ces équipes terrain, autant que possible. Alors, soit par le biais d'échanges informels sur site, ou de manière coordonnée, alors soit menée par l'équipe communication, bien sûr, elle-même, et aussi, lorsque c'est envisageable, en présence du CEO. Ensuite, nous avons développé un réseau de correspondants internes, composé aussi bien de chefs d'équipe que d'assistantes, voilà. Et grâce à ce rôle, en fait, ils peuvent relier les retours du terrain et ceux de leurs équipes, mais également être force de proposition sur un certain nombre de sujets qu'on pourra leur proposer. Enfin, il est aussi essentiel de faciliter leur accès à l'information et cela peut se traduire par la mise à disposition, par exemple, d'un ordinateur partagé dans les salles de pause pour consulter les actualités de l'intranet ou de la plateforme collaborative, ainsi que par l'installation de tableaux, de panneaux d'affichage dynamiques diffusant des informations clés. Bonjour, je suis May Voisin, consultante en communication interne. Juste avant de passer en indépendante, j'ai été responsable communication interne et RH pendant 5 ans dans une entreprise de transport logistique de 8000 collaborateurs. Ici, plus des 2/3 sont sur le terrain sans ordinateur ni adresse mail professionnelle et ils sont répartis sur 125 sites. Alors maintenir le lien n'a pas toujours été simple. Pour moi, il y a 3 points importants. Le premier, aller vers eux. J'enfonce une porte ouverte, mais s'il y a une chose à mettre en priorité pour moi, c'est celle-ci. Aller à la rencontre des équipes autant que possible et aller sonder le terrain. On le faisait sûrement pas assez, mais je crois qu'en fait, on le fait jamais vraiment assez. Faire des reportages vidéo et photos, recueillir des témoignages, impliquer les équipes dans nos projets via des focus group. Le deuxième point, c'est leur donner la parole. Une des premières choses qu'on avait mises en place, c'était des bandes digitales sur nos sites, avec notamment une boîte à idées anonyme pour recueillir leurs suggestions et leurs remarques.
On faisait aussi des enquêtes internes à différents moments de l'année pour prendre le pouls régulièrement. Le but, c'est évidemment de les valoriser et de leur montrer que leurs avis comptent tout autant que ceux des équipes bureau. Et le dernier point, c'est développer la communication managériale. Quand on est en multisite, la communication managériale, elle est vraiment clé. Les managers de proximité, ils sont en lien avec le terrain au quotidien et c'est sur eux qu'il faut capitaliser. Les sensibiliser, les impliquer et les outiller. C'est ce qui va donner de la cohérence et de la continuité à tout le reste. Au fond, maintenir le lien, c'est une posture. Garder le contact, pratiquer l'écoute et montrer que le dialogue reste ouvert. Pas qu'une fois par an, mais en continu. Aujourd'hui, dans Fait la Diff, on s'attaque à un sujet qui traverse toutes les directions de la communication interne. Comment connecter le terrain et le siège? Un défi concret, quotidien, parfois complexe, surtout quand on parle à des populations qui n'ont ni les mêmes usages, ni les mêmes contraintes, ni même le même accès à l'information. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités qui vivent ce sujet au cœur de leurs organisations. Grégoire Geiger, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Grégoire. Tu es directeur de la communication chez Equance France, un groupe qui compte plus de 35 000 collaborateurs, avec des équipes qui sont largement présentes sur le terrain. On peut rappeler le cœur de métier de Equance? En gros, Equance accompagne l'ensemble des transitions que rencontrent les entreprises, les collectivités, les industries que nous accompagnons dans un contexte d'électrification des usages au service de la performance énergétique. On va parler donc de tes enjeux et de la manière dont tu t'y prends avec ton équipe pour adresser ces équipes. Et j'accueille Florence Moureau à distance. Bonjour Florence. Bonjour David. Florence, tu es responsable de la communication chez Cévage Santé Animale avec un périmètre de 1700 collaborateurs en France et une approche très ancrée dans la communication de proximité. On va en parler, c'est un terme qui te tient particulièrement à cœur, la communication de proximité. Tout à fait, ouais. Eh ben, ma première question, elle est pour tous les deux. Aujourd'hui, quand on parle de la difficulté à connecter le terrain et le siège dans vos organisations respectives, comment ça se matérialise concrètement, cette distance, Grégoire ? Elle peut se matérialiser par une difficulté à rendre concrets les projets qui sont définis et présentés par les directions générales. Il y a une forme parfois de distance, justement, c'est le terme que tu emploies. C'est pour ça que j'aime bien, Florence, quand tu parles de communication de proximité. J'avais jamais entendu cette formulation comme ça, mais je trouve que c'est pertinent. Notamment parce qu'il peut y avoir une forme de distinction entre une sorte d'objectif qui est fixé par la direction générale, une obligation de moyens, qui peut parfois être un peu distincte des obligations de résultats, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des opérations qui sont menées et des collaborateurs qui ne se sentent pas forcément concernés par les projets auxquels elles sont conviées. Donc, remettre du sens au cœur de tous ces projets un peu peut-être flous, c'est ça ? Ça, c'est l'enjeu. Le sens est là, mais parfois, il n'y a pas nécessairement la connexion qui est établie pour tout un tas de raisons, mais qu'on aura l'occasion d'évoquer pendant cet échange. On va comprendre pourquoi. De ton côté, Florence, comment ça se matérialise, cette distance ? Enfin, je reprends un petit peu ce que vous venez de dire sur le côté perte de sens. Parfois, on a des projets qui vont être des projets d'importance pour le groupe, mais qu'on va avoir du mal à accompagner ou à faire comprendre sur le terrain en local, parce que ça paraît très très loin de préoccupations locales. Parfois, on a des métiers différents dans un groupe, on a des cultures aussi ou des enjeux qui peuvent être différents en fonction des sites. Et quelque chose qui peut paraître très important. Un étage corporate peut paraître assez lointain pour quelqu'un qui est sur sa paillasse dans un laboratoire, qui est opérateur en production. Et alors, dans ton cas, tu fais vraiment donc cette distinction entre la communication corporate, qui est une équipe à part entière chez Ceva, et la communication de proximité. D'ailleurs, tu dis, toi, je suis une communicante de proximité. Pourquoi elle est si importante pour toi, cette distinction ? En fait, l'idée, c'est de pouvoir s'adresser à une cible particulière, et accompagner... moi, j'aime bien dire un site, un collectif qui a eu son histoire, qui a son parcours et qui a des enjeux et des besoins qui lui sont propres. Et pour moi, la communication de proximité, elle s'intègre complètement. Elle est surtout pas contre la communication corporate. Elle vient en appui à des déploiements de programmes corporate. On va venir nous mettre un peu de l'huile dans les rouages pour s'assurer que, in fine, sur le terrain, ça va être compris, ça va être intégré, ça va pouvoir être porté. En fait, moi, je suis un genre de transmetteur jusqu'au bout, jusqu'au dernier mètre sur le terrain. Et on va le voir, tu te déplaces énormément sur le terrain, on va en parler tout à l'heure. Grégoire, d'abord pour toi, cette fracture, cette distance, elle est quoi ? Elle est structurelle, elle est
culturelle, elle est technologique. Comment on peut la qualifier ? Déjà, je crois que je préfère parler de distance que de fracture. Je pense qu'il n'y a rien de cassé. Notre rôle, c'est justement, j'aime bien l'idée. Faut que j'arrête de failloter, Florence. Voilà, on crée une nouvelle connexion, on crée des réseaux, ça sert à ça, cette émission. L'idée de connecteur, ça me parle bien. Donc, il faut justement réussir à recréer des liens. Mais est-ce qu'elle est... En fait, pour moi, elle est... évidemment structurelle, nos organisations. Alors, l'entreprise dont on parle, Equans France, c'est effectivement, comme tu le disais, 35 000 personnes. C'est 600 implantations en France. C'est forcément des agences localisées dans différents endroits qui reportent à des directions régionales qui elles-mêmes reportent. Donc, du fait de l'organisation et de la structure même de l'organisation, il y a des messages différents qui sont portés. Évidemment, un objectif commun qui est défini par une stratégie. Mais en termes de communication, il peut y avoir différentes sources, différents canaux, parce qu'en plus, Equans France appartient à Equans, et Equans appartient à Bouygues, donc là encore, d'autres sources d'informations. Donc réussir à hiérarchiser les messages, évidemment que localement, c'est d'abord la dimension opérationnelle qui sera favorisée, plus écoutée, avant même les messages de communication qui peuvent les soutenir justement. Donc ça, c'est pour la partie structurelle. Évidemment, la partie culturelle, très clairement, c'est un énorme enjeu. On est sur des métiers, je ne sais pas si on l'a précisé, mais dans nos activités, on travaille dans le B2B, on n'est pas dans le B2C. Donc effectivement, on a des gens qui, en grande majorité, plus de 3/4 de nos collaborateurs sont des collaborateurs de terrain qui sont chez le client et qui donc du coup n'ont pas nécessairement accès à un mail ou un ordinateur pour pouvoir prendre 45 minutes pour assister à une émission comme celle qu'on est en train d'enregistrer ou pouvoir lire un mail qui va raconter une histoire qu'on a envie de leur proposer. Donc évidemment, il y a une dimension de culture, de comprendre le projet et de vouloir y adhérer. T'as aussi parlé d'outils ? Ouais. Là, pour le coup, je suis pas d'accord. Sur la technologie, ouais. Pour moi, la technologie, c'est pas un sujet. Il n'y a pas de j'arrive pas à me connecter, j'ai pas de mail pro. Pour moi, c'est plus une excuse. Ouais. C'est plus, est-ce que j'ai réussi à rendre mon message suffisamment intéressant ? Si c'est le cas, on trouve toujours une manière de se connecter. Quels sont les dispositifs, du coup, qu'on arrive vraiment dans le concret quand on parle de communication de proximité, Florence? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour y aller, pour mettre en œuvre des dispositifs qui te permettent d'être au contact? Alors, il y a plusieurs choses. Là, c'est plutôt quand on parlait de pouvoir être connecté directement aux personnes qui sont soit en production, soit dans des labos, par exemple. Nous, on a mis en place il y a quelques années des écrans d'affichage, des écrans télé, sur lesquels en fait on va venir diffuser du contenu. Donc souvent c'est du contenu qu'on peut reprendre de l'intranet et avec des petits messages, informations à redécouvrir dans l'intranet. Donc on fait en sorte de faire des boucles aussi. Ça marche, ça? Différents médias. En tout cas, oui. Enfin, les gens vont se dire tiens, ça, c'est quelque chose d'important. On l'a vu passer par mail. Il est sur l'écran. On a entendu parler lors d'un réunion de service. Hop, je vais aller prendre davantage d'informations sur l'intranet. Donc oui, c'est des choses qui fonctionnent. Ouais. Et après, tu le disais tout à l'heure. Moi, ce que j'aime bien, c'est aller sur le terrain. C'est aller à la rencontre d'OC. Et donc, ça peut être aussi par le biais d'ateliers qu'on va organiser sur des thématiques particulières où là, on va prendre du temps et on va embarquer des codires, des managers dans certains programmes pour qu'ils deviennent les meilleurs ambassadeurs de ces démarches-là. Alors, on va en parler des managers comme ambassadeurs, une manière de faire ruisseler l'information. Mais j'ai la même question pour toi, Grégoire. Alors, je suis un petit peu au courant de ce que vous faites chez Equans France. On a le plaisir de travailler ensemble. On va parler de tes conflits d'intérêts ? Non, on va pas parler de tes conflits d'intérêts, mais on va parler des différents dispositifs. Alors, vous êtes très sur l'audiovisuel. Il y a une radio qui a été faite l'année dernière. Cette année, c'est un JT qui va aussi sur le terrain. Ça fait partie des dispositifs. Pourquoi ces choix ? En fait, ce qu'évoquait juste à l'instant Florence, d'avoir par exemple des écrans sur les sites ou compléter ça avec des embarquements de réunions spécifiques avec des cibles. En fait, en réalité, je suis assez convaincu qu'il n'y a pas une seule solution qui va marcher. Il va falloir multiplier les sources de communication parce que l'attention, évidemment, elle est sollicitée de toutes parts par les collaborateurs. Et donc, chaque collaborateur a une manière différente de s'informer, une capacité ou une volonté différente de prendre ces informations. Et donc, c'est notre rôle, et c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport aux outils. C'est à nous d'essayer de nous mettre
là où se trouve le collaborateur pour que ça puisse correspondre à son attente. Et donc, le choix de l'audiovisuel, ça nous est apparu comme un choix pour compléter justement une faille qu'on avait dans notre dispositif, c'est-à-dire on arrive assez facilement à communiquer auprès des collaborateurs qui sont sur un site avec un ordinateur, un écran et des managers qui peuvent battre leur appel. En revanche, des collaborateurs qui sont éloignés du poste de travail, des collaborateurs qui sont sur le terrain, en déplacement, chez le client, c'est plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé des dispositifs, on a travaillé des podcasts, on a travaillé, t'évoques un journal ou des radios, qui nous a permis, l'objectif était de pouvoir atteindre des gens différents, à des horaires différents et selon des canaux différents, pour pas être contraint d'être à 10h30 derrière son Teams pour accéder à l'information qu'on partageait. Et il y a quelque chose d'intéressant dans ce projet qui est actuellement en train d'être mené. Il y a un roadshow avec ce JT qui se balade de ville en ville. Et ça fait écho au sujet des managers qu'on va évoquer avec Florence, parce que effectivement, j'ai le sentiment que le manager, c'est important pour toutes les organisations. Là, vous avez décidé de créer ces JT dans des conventions managériales qui ont lieu de ville en ville. Et donc, quelque part, c'est un JT qui est à destination du national, mais qui se déplace devant des managers dans certaines villes. Donc, quelque part, vous utilisez le vecteur managérial en les mettant en face d'un dispositif premium pour eux, parce qu'ils le vivent en direct, et en même temps, vous diffusez à tout le monde. C'est malin. Merci. Ça marche. Est-ce que vous avez des retours terrain, justement, de managers ou d'autres qui vous disent c'est pertinent, ou alors non, enfin, on est là pour tout se dire? On est là pour tout se dire. Alors, si on veut tout se dire, c'est un projet qui est extrêmement enthousiasmant, qui, lorsqu'on l'organise, fonctionne très bien. Donc, effectivement, comme tu le disais, on a dans la salle 250 managers à qui on s'adresse, qui, eux, adhèrent. C'est presque un icebreaker, c'est un hook d'attention immédiat, parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion d'assister à l'enregistrement d'une émission en direct, donc tout est un peu nouveau. Donc du coup, on a cet élément-là qui fonctionne bien pour lancer l'événement. Et puis, effectivement, ce qu'on voulait, c'est partager ce moment, expliquer ce qu'on était en train de faire, plutôt que comme on le faisait traditionnellement, soit parler à l'ensemble des collaborateurs quand on organisait des événements tout collaborateurs, soit une cible très définie d'une petite centaine de managers qu'on appelle notre leadership team et qui existe dans à peu près toutes les entreprises. Il y a toujours cette strate-là. On s'est dit qu'on était à un moment de la vie de l'entreprise où on voulait aller chercher plus loin et élargir la base de ces managers, aller jusqu'au middle management, qui sont ceux qui au quotidien font vivre les valeurs, les principes de l'entreprise et qui peuvent être aussi des ambassadeurs de ce que vit l'entreprise et de comment est-ce qu'on veut la faire croître, se développer et comprendre ses enjeux. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce dispositif. Aujourd'hui, les résultats sont très positifs, mais on n'en a fait que 2 sur les 7 dates qui sont prévues au cours du 2e trimestre. Ça va arriver, il y en a 7, effectivement. Florence, de ton côté, les managers font vraiment partie de ta stratégie. Tu les chouchoutes, tu vas les voir, tu les rencontres, tu leur donnes des éléments, des kits. Enfin, comment ça fonctionne? Ouais. J'ai un exemple qui me vient en tête, c'est quand on a déployé la nouvelle raison d'être de Seva il y a à peu près 2 ans. L'idée, c'était de se dire comment on les rend à l'aise avec ce qu'on appelle le purpose, la raison d'être. C'est quelque chose qui peut être un petit peu abstrait, qui peut être loin du terrain, même si c'est hyper important en termes de stratégie, de vision, de où on veut emmener l'entreprise. Et donc là, moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Je suis allée effectivement sur les différents sites de Seva en France, rencontrer les codires, les managers. Et donc là, ça se passe comment concrètement? J'anime des ateliers découvertes, donc avec par exemple, là, on exprime qu'est-ce que c'est que la raison d'être. En général, pas forcément que je sais, mais ça sert à quoi une raison d'être. Et un peu en mode entonnoir, au fur et à mesure, on va rentrer dans ce sujet en donnant des exemples de ce qu'on fait d'autres entreprises. Et puis après, ça veut dire quoi chez Seva? Quelle est cette raison d'être? Donc, on explique les différentes parties, les différentes composantes qu'il a de la raison d'être. Et ensuite, on va questionner les managers sur et ça veut dire quoi dans mon métier, ça veut dire quoi pour moi demain et en quoi ça peut me servir tous les jours pour embarquer mon équipe, pour être plus performant demain, etc. Donc on est vraiment sur on personnalise le plus possible et en fait on les outille pour que eux soient à leur tour à l'aise pour aller en parler à leurs équipes, parce qu'on sait bien que en parler dans l'intranet ou sur les écrans ou même lors des grands town halls annuels, c'est super, mais c'est pas suffisant. Ou en tout cas, sinon ça reste assez distant et c'est on est content, on l'a fait, c'est coché, mais c'est pas assez incarné. Donc nous, l'idée c'est que on va sur le terrain, on prend du temps. Et donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'au début de l'atelier, je prends un peu la température. Si je te dis purpose, raison d'être, ça veut dire quoi pour toi? Et puis comment tu te sens à l'aise
voilà, donne-moi une note. Donc, souvent, ce que j'avais fait, on était à 4, 5 sur 10. Oui, j'en ai entendu parler, mais je me sens pas super à l'aise pour en parler à mes équipes. Et puis, je vois pas forcément trop le lien avec mon quotidien et puis avec mon site. Et en général, au bout d'une heure, 1h30 de workshop, après, moi, j'adapte. Hein. Si c'est qu'une demi-heure, je fais en une demi-heure. Si j'ai 1h30, c'est super, c'est confort. Et ben, en général, j'étais plutôt sur du 8 ou 9 sur 10. Donc, voilà, il y avait un vrai gap. Voilà, on a eu moi, j'ai eu des super retours. Et puis, on donne aussi un super signal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le corporate qui va sur le site, qui va à la rencontre des équipes. Et ça paraît anodin. C'est pas forcément quelque chose auquel j'avais pensé, mais on m'a souvent dit, ah, c'est bien, t'es venu jusqu'à Brest, t'es venu jusqu'à Cholet, t'as fait le déplacement, t'es venu nous voir. En termes d'image, ça nous positionne aussi différemment. Ça veut dire aussi qu'on les écoute, qui sont là, qui sont aussi contributeurs et qui participent, en fait, à cette raison d'être, mais aussi dans la manière dont on les fait rentrer dans le sujet. Et puis moi, ce que j'apprécie aussi, c'est ce côté feedback. Voilà, on va avoir un retour en live. Donc, je sais que les premiers ateliers, j'avais du matériel et j'ai enrichi mon matériel ensuite avec une petite vidéo supplémentaire avec une référente com qui m'avait aidée. Voilà, où on s'est dit, comment est-ce qu'on explique aussi avec une petite vidéo un petit peu plus pédagogique pour que ça outille les managers. Donc, voilà, c'est un peu ma manière de faire. Évidemment, il faut... Mon périmètre, c'est la France, donc c'est plus simple. Ouais. Je suis assez d'accord avec ce que disait Florence sur le fait de se déplacer sur le terrain. Notre JT qui dure un quart d'heure et qu'on organise le matin, mais dans la foulée, on a toute une matinée avec les managers où justement on leur parle des projets. Et au final, c'est pas tant nous qui parlons des projets que les managers locaux qui parlent de leurs projets à d'autres managers locaux. Et donc, cette incarnation, c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte que, quand c'est moi, ou parce que je travaille aussi avec toute une équipe, et donc il y a d'autres personnes qui peuvent être sur scène, c'est là où ils réalisent qu'en fait, on n'est pas uniquement qu'on est en soutien du message, mais finalement, que ce qui compte, c'est les managers locaux qui sont présents et qui parlent à d'autres managers locaux. Et ce qui marche, c'est que nous, on a une diversité de métiers qui est assez importante. Donc, sur scène, potentiellement, il peut y avoir, dans les 250 managers, tout le monde ne se connaît pas et ne connaît pas forcément les activités. Mais de facto, si on ne connaît pas la personne qui prend la parole, on connaît sa boîte. Si on ne connaît pas l'entreprise pour laquelle il bosse, et pourtant, ça peut être un collègue, il peut arriver que nous, il y ait des entreprises qu'on ne connaisse pas, tu sais dans quelle ville dans quelle ville il travaille, ou sur quel projet il travaille parce que tu passes devant tous les jours. Et au final, ça crée immédiatement des connexions, et ça valorise des liens. aussi. Ça valorise tout le monde. Ouais. Comment on pourrait conclure cet entretien si je vous demande qu'est-ce qui peut faire la diff pour rassembler, pour regrouper ce qui se passe sur le terrain et au siège? Qu'est-ce qu'on peut donner comme dernier conseil aux personnes qui nous regardent? Florence? C'est quoi, j'ai beaucoup dit, moi je crois beaucoup au manager. Voilà, pour moi c'est le manager qui pour moi est central en fait, parce que c'est lui qui est tous les jours avec ses équipes, qui les connaît le mieux, donc il va pouvoir prédigérer, prémâcher le message et puis aller finalement utiliser les leviers, les bons arguments qui vont embarquer son équipe. Donc n'oublions pas le manager. Enfin, c'est vrai que c'est souvent plus facile d'envoyer un message comme ça à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, moi je crois beaucoup à ça. Et puis on l'a évoqué aussi, la complémentarité, de passer par différents canaux. On peut avoir du digital, du print, on va voir le manager. Tout. Enfin, plus on va pouvoir mixer les canaux, les formats, plus après on va pouvoir répondre à différentes appétences en fonction de ce que les gens retiennent ou aiment. Multiplier les formats pour qu'ils s'adaptent aux audiences plutôt que l'audience s'adapte à nous. C'est ça. Ouais. Voilà. Et puis peut-être aussi une dernière chose. Moi, j'aime bien aussi utiliser quand j'arrive sur un site et souvent quand on est sur des problématiques de production ou dans des laboratoires, on a des temps qui sont assez contraints aussi. Voilà. Donc c'est comment en fait on ne rajoute pas de temps sur des équipes ou des managers qui sont déjà qui ont plutôt des problématiques par rapport à du tertiaire ou voilà une réunion en plus, on peut y arriver. Là, moi, si j'arrive et que je dis au directeur de l'usine, il me faut une demi-journée, ça va pas marcher. Donc c'est plutôt utiliser des rituels qui existent déjà, soit des rituels managériaux, soit des rituels avec tous les collaborateurs et utiliser ces moments-là pour injecter en fait les messages avec des formats qui peuvent être différents, mais en tout cas ne pas forcément essayer de se glisser dans des choses qui existent déjà, parce que sinon
Et en plus, je trouve qu'on le voit de plus en plus, on a plein de projets qui peuvent être importants dans une entreprise. Et si on en rajoute trop, en fait, c'est un peu contre-productif à la fin. Donc, et puis on dit, oh, c'est encore le corporate qui vient nous voir avec son sujet. Mais nous, notre sujet, c'est qu'en fait, on doit sortir les produits à la fin du mois. Et c'est là-dessus qu'on est objectivé. Donc, c'est utiliser des canaux qui existent déjà, ou en trouver d'autres et on associe à d'autres enjeux pour que quand on arrive, on ne soit pas déconnecté aussi de leurs problématiques à eux, en fait. Grégoire? Alors, je peux que être d'accord avec la mention sur les managers. Trop souvent, il y a cette espèce de mythe de la cascade managériale qui n'existe pas, en fait, cet imaginaire selon lequel on peut écrire à 10 personnes et que forcément ces 10 personnes vont tout écrire à 10 personnes qui vont tout écrire. Bref, Ça se fait pas tout seul, en tout cas. ça se fait pas tout seul. Donc, si on a des projets importants de transformation, la communication peut pas être seule sur ce sujet-là et elle peut être très puissante avec les managers quand elle a réussi à les embarquer. Et s'il y avait une deuxième chose, parce que j'ai pas envie de répéter ce qui a été très bien dit déjà, c'est peut-être, on peut avoir tendance dans les entreprises à proposer des projets ou des produits de communication qui sont presque comme des choses auxquelles des outils auxquels les collaborateurs peuvent avoir accès à côté dans leur quotidien, mais un peu moins bien. Parce que c'est l'entreprise, parce qu'on a des contraintes techniques, parce que, en fait, mon graphiste, il n'est pas là, donc j'ai demandé à l'alternant, et que, en fait, ça passe. En fait, non, ça passe pas, en vrai. Il y a aussi un peu une question d'exigence par rapport à ce qu'on propose, qui n'est pas toujours facile, ça c'est sûr. Et quand il n'y a pas de moyens, du coup, ça nécessite de l'anticipation et de l'organisation. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on dit à un collaborateur « passe du temps avec moi parce que j'ai des trucs à te dire », s'il a le choix entre son fil Insta avec des propositions ultra créatives d'influenceurs de tout type, si toi t'arrives avec ton truc un peu vieillot et un peu à peu près, il va préférer aller regarder son fil Insta. Donc ça aussi, ça rentre dans la catégorie d'adapter ce que tu as à dire aux gens. La symétrie des attentions. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux d'être intervenus dans Fais la diff pour partager vos stratégies. Vous avez ouvert le capot et on comprend un peu mieux comment vous fonctionnez. On poursuit cette émission avec Stéphane dans le studio, avec une autre très grande entreprise qui pratique la com interne. Et c'est Charlotte qui est avec Stéphane dans le studio. À toi, Stéphane. Merci David, et aujourd'hui avec mon invité, nous allons explorer un défi majeur. Comment la communication interne peut-elle rester connectée au terrain, notamment quand on pilote un géant mondial. Bonjour et bienvenue Charlotte Kériguel. Bonjour Stéphane. Vous êtes responsable de la communication interne chez Veolia, où vous coordonnez, vous touchez plus de 210 000 collaborateurs, c'est ça ? C'est bien ça. Et pour rappel, Veolia, très brièvement, vous le savez, c'est le leader mondial de la transformation écologique et son activité consiste à proposer des solutions concrètes dans les domaines de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie. Ce qui est passionnant dans votre profil, Charlotte, c'est que vous êtes bien plus qu'une communicante corporate, même si ça fait 7 ans que vous êtes au sein du groupe Veolia. Vous avez démarré dans une filiale à l'étranger, au Maroc, dans un contexte plus opérationnel et business. Et cette première expérience, elle vous a apporté plusieurs enseignements, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc en effet, j'ai commencé ma carrière au Maroc. J'ai fait un passage chez Veolia quand j'étais là-bas. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que le contexte était évidemment très différent de celui que j'avais pu connaître par le passé. Et c'est quelque chose d'ailleurs auquel j'ai dû m'habituer assez rapidement parce que je me suis rendu compte que pour être la plus pertinente possible dans mon métier, il fallait que j'ai une compréhension assez fine des spécificités culturelles locales. Pour la petite anecdote, mon premier jour de prise de poste était le premier jour de Ramadan. Et c'est pas neutre, je le dis, j'insiste dessus parce que c'est pas neutre, ça a un vrai impact sur l'activité, sur le quotidien des collaborateurs au quotidien quand c'est la période de Ramadan. Donc ça, c'était cette compréhension fine des enjeux. Et puis évidemment, quand on fait un onboarding, on a aussi à cœur de mieux comprendre les gens qu'on fréquente et les métiers surtout qui sont développés sur Veolia au Maroc. Donc j'ai eu cette chance aussi de pouvoir aller au plus près du terrain, rencontrer les équipes locales sur les différents sites, notamment de gestion de l'eau et de l'énergie, pour essayer vraiment de comprendre et les métiers, parce que c'était nouveau pour moi, et comprendre quel était le quotidien de ces salariés.
Ce que ça m'a apporté vraiment avec le recul, notamment par rapport à ma position aujourd'hui, c'est, je pense, une faculté d'adaptation très forte, parce que voilà, spécificité culturelle. Faut préciser que j'étais la seule Française dans une équipe 100% marocaine, avec aussi du management d'équipe à faire. Donc voilà, aussi un défi personnel important, surtout que j'étais relativement jeune à l'époque. Donc une grande faculté d'adaptation et surtout une meilleure compréhension du business, des réalités quotidiennes des gens, parce qu'en fait, je pouvais les voir et les fréquenter. Et ça, c'est vrai que le fait d'avoir cette expérience plus terrain, plus opérationnel, et d'être aujourd'hui au siège, j'ai un peu cette double casquette qui est, je trouve, hyper intéressante et assez riche dans mon expérience. Vous avez appris notamment cette merveilleuse langue locale. Alors, je la connaissais avant de partir, donc j'ai pu développer, parce qu'en effet, on avait une communication 100% bilingue français-arabe. Alors justement, vous disiez qu'il y avait une diversité de métiers et de profils au sein déjà de Veolia Maroc, mais au sein de votre groupe, c'est une réalité. Et il y a, parmi les 56 pays qui sont couverts aussi, plus d'une moitié des collaborateurs qui n'a pas d'adresse mail pro aujourd'hui. Comment on communique dans ce contexte-là? Ça paraît très surprenant. C'est un challenge quotidien, un vrai défi. En effet, on a une population qui est extrêmement hétérogène, avec, il faut le comprendre, 80% des gens qui sont sur le terrain. Sur le terrain ne voulant pas forcément dire non connectés. Malgré tout, on a quand même, sur 210 000 personnes, comme vous le disiez à peu près, la moitié, donc plus de 100 000 personnes, qui n'ont pas d'adresse mail professionnelle. Donc quand vous communiquez en interne, comment vous faites? C'est un vrai défi. Je ne suis pas la seule concernée parmi les grands groupes, mais c'est un challenge que j'ai à cœur de relever tous les jours. Pour ça, on a des outils assez classiques pour adresser nos collaborateurs. Les gens connectés, c'est des canaux classiques, le mail, l'intranet, les newsletters. Et pour les gens non connectés, ce qui fonctionne, c'est évidemment de l'hybride aussi. Tout ce qui est print et affichage dynamique sur des sites, par exemple. La ligne managériale, elle est clé. Je pense qu'on y reviendra par la suite, mais c'est évidemment c'est un relais extrêmement important de communication. Et on a aussi des événements aussi qui permettent de rassembler les gens et qui permettent aussi de transmettre des choses et des informations. Et aussi d'avoir des retours. Exactement. Ça aussi, c'est des moments qui sont clés. Donc cette hybridation, pour moi, elle est clé. Et vous avez décidé également de vous appuyer sur un outil qu'on a tous, le smartphone, parce que parfois on n'est pas connecté, mais on a un smartphone. Oui, alors c'est vrai que c'est toujours un peu étonnant, mais les 3/4 des gens, voire la totalité des gens qui n'ont pas d'adresse mail professionnelle ont souvent un smartphone personnel. Et c'est vrai qu'on continue d'innover et de tester chez Veolia. Et on est en train de tester une application mobile, justement, qui a été pensée par et pour ses collaborateurs non connectés dès le départ. Donc elle est en phase de test actuellement. On en espère et on en attend beaucoup. L'idée étant pas du tout d'en faire un outil de communication à proprement parler, mais vraiment d'en faire un outil au départ pour eux, pensé pour eux, et qu'on a co-construit avec eux, qui leur permettra de retrouver leurs applications métiers pour avoir accès à tout ce dont ils ont besoin pour leur quotidien de travail sur les sites, mais aussi à leurs fiches de paie, des outils RH. Exactement. Et nous, évidemment, ce sera un canal de communication formidable et on attend beaucoup de ce nouvel outil. Les managers, vous en parliez, ça fait partie des relais, les managers de terrain. C'est presque un premier média, mais il n'y a pas que. Il y a aussi les communicants sur place, dans ces unités locales. Comment vous faites pour leur faciliter la tâche et pour éviter que ça soit une tâche supplémentaire, quelque chose de redondant, de communiquer pour le groupe? C'est pas simple parce qu'en effet, ils ont une charge de travail importante, ces managers de proximité sur lesquels on compte beaucoup. On essaye de pas trop se reposer sur eux, mais c'est sûr que c'est un relais pour nous important. C'est eux qui connaissent au mieux les gens qu'ils ont en face d'eux, les collaborateurs en local. Donc c'est un relais, vous le disiez, il n'y a pas uniquement ces gens-là, il y a aussi beaucoup le réseau des communicants que je coordonne et que j'ai la chance d'animer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de les outiller au mieux en leur donnant un maximum de tout le kit, par exemple, de communication, en organisant des webinars pour ces gens-là. Et on s'est rendu compte que plus on les impliquait en amont, plus on les sollicitait plutôt que de leur plaquer des choses toutes faites et de leur dire maintenant une semaine avant c'est à vous de déployer. Non, évidemment, si plus on anticipe, plus on co-construit avec eux, plus on sait qu'ils vont être embarqués et qu'ils vont pouvoir relayer au mieux ces informations. Et s'emparer de ces outils qui
qui sont là pour les aider. Ouais, qui sont là pour les aider, pour faciliter leur quotidien, pour mieux communiquer. C'est pas forcément des pros de la communication, ces gens-là. Donc, ils ont besoin des éléments de langage, ils ont besoin des toolkits qui sont dédiés, qui sont préparés par la communication. Évidemment, on les adapte et c'est eux qui vont savoir aussi. On leur dit voilà, on vous met ça à disposition, à vous d'adapter autant que faire se peut par rapport à vos spécificités locales. L'adaptation, c'est un mot qui revient Beaucoup, souvent, ouais. beaucoup. Il y a l'exemple d'un film que vous aviez lancé également. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un exemple que je trouve assez marquant et que j'ai vraiment sur lequel j'ai bien aimé travailler, qu'on a fait avec une collègue. En fait, on a lancé un programme de protection sociale. Enfin, on a lancé. Ma directrice générale a choisi comme premier acte assez fort de sa gouvernance de lancer ce programme de protection qui s'appelle Veolia Cares. Donc, c'est un programme qui permet à tous les collaborateurs du groupe de bénéficier d'un socle de protection sociale minimale. Donc, ça va comprendre congé parentalité, couverture santé, décès, etc. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir la même protection que nous. Exactement. Donc là, vraiment, chaque collaborateur de Veolia a accès à ce minimum social. Et pour ça, évidemment, on a voulu communiquer autour de ce programme de Veolia Cares. Donc, on a choisi de faire un format vidéo et on a évidemment été chercher des images, notamment de banques. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, quand on a finalisé ce film, on a eu des échanges avec nos relais locaux, justement, nos communicants notamment, qui nous ont dit, pour certaines géographies, en fait, ça fonctionne pas chez nous. Ça va pas passer, ça va ou choquer ou déranger. Nuire au message, en tout cas. Exactement. Ça n'aura pas l'impact souhaité sur la cible finale. Et donc, c'est pour ça que nous, on leur a dit, OK, on a été vraiment à l'écoute et ça a été un échange en disant, très bien, pour telle géographie et telle spécificité locale, on va retravailler ce film pour qu'il soit le plus impactant et utile in fine sur la cible locale, quoi. En 2022, un séisme a eu lieu dans votre secteur, la fusion entre Suez et Veolia. Tout le monde en a entendu parler. Vous êtes, vous, en première ligne à la direction de la communication. Comment on fait pour créer une culture commune entre deux concurrents historiques qui se sont affrontés après une bataille médiatique, juridique et voilà, ça a été intense, on s'en rappelle. Oui. Comment on fait pour traverser ce moment ensemble ? Ça a été intense, mais ça a été passionnant, surtout quand vous êtes à la direction de la communication interne. Vous imaginez qu'une fusion de cette ampleur, c'est pas tous les jours, avec deux géants du CAC 40, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de vivre ça. Donc j'étais au cœur du réacteur, en l'occurrence à ce moment-là, c'était absolument passionnant. Donc oui, on a récupéré à peu près 40 000 collaborateurs de Suez, en effet, il y a 4 ans. Et pour ça, on avait vraiment à cœur de faire les choses bien, parce qu'en effet, vous le disiez, le contexte de départ était compliqué. Médiatiquement, juridiquement, etc. Ça a pris du temps. Donc ces gens qu'on a accueillis, et notamment au siège, on a eu à peu près 200 à 300 personnes qui nous ont joints. Donc, le siège, on a été un peu la figure de proue pour tester des dispositifs qu'on a ensuite mis à disposition de nos géographies en local, qui avaient des spécificités différentes en fonction de la taille de Suez en local. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu avoir un processus d'onboarding vraiment très rodé et très solide. Ça passait notamment par des outils du type des webinars en amont, avant même qu'ils puissent nous rejoindre physiquement. Donc, on a mis en place des webinars où on a mis des anciens Veolia et des futurs Veolia autour de la table pour leur permettre d'échanger, de discuter, de confronter leur perception commune et d'essayer de casser un peu les biais cognitifs mutuels. On a fait ça. On a aussi mis en place tout un système de marrainage entre tout ancien collaborateur Veolia accueillir un nouveau collaborateur Suez. Et donc, il y avait ce parrainage qui permettait cette proximité plus importante. On a aussi eu des moments d'échange autour de petits jeux de société, des jeux de plateau, où on a permis aux gens d'apprendre à se connaître, de partager un peu l'actualité du groupe et de mieux apprendre à connaître le groupe. Donc ça voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. L'idée première étant de laisser la parole libre et d'ouvrir cette parole, parce que justement, je pense qu'il y a eu des grosses frustrations pendant cette bataille juridique et médiatique. On ne pouvait pas se parler du tout. C'était interdit juridiquement parlant. Donc quand ça a été possible, je pense qu'il y avait besoin d'ouvrir les vannes et de permettre aux gens un langage commun et puis lever les réticences. Exactement. Et là, franchement, on est au cœur du déploiement d'une stratégie globale, sincère, normale et en contact avec le terrain, parce que là, il faut laisser personne sur le côté. Ouais. Je reviens au cœur du thème du jour, justement. Est-ce que en communication interne, parfois, il peut arriver qu'on se dise, tiens, je sens que je perds la notion du terrain. Comment on fait pour réagir ? Qu'est-ce qu'il faut déployer ?
d'énergie au quotidien. Moi, j'ai la chance de travailler au niveau du groupe et sur donc une population très hétérogène. Donc, c'est pas simple, c'est un challenge quotidien. Mais j'ai toujours à cœur, vraiment, pour n'importe quel projet que je lance ou n'importe quelle initiative, de m'adresser à cette cible justement très hétérogène et notamment terrain. Que ça soit par l'angle édito qu'on va adopter, par les outils qu'on va choisir, par les concepts qu'on va lancer. Voilà, se dire, OK, je m'adresse pas qu'à des managers, je m'adresse à une population bien plus large et notamment terrain. Donc ça c'est vraiment ma marotte quotidienne, on va dire, de faire ça. Donc ça passe par les échanges d'abord et effectivement écouter le terrain en permanence, rester comme ça. Rester connecté. Ouais, rester connecté, c'est clé. Mon réseau de communicants, comme je vous le disais, c'est mon relais principal. Je compte beaucoup sur eux, il y a beaucoup d'échanges au quotidien. Quand on a la chance aussi de pouvoir aller sur le terrain régulièrement, faire des visites de sites, ne jamais prendre les choses pour acquises en fait. Les métiers évoluent, les gens sont différents et les métiers changent beaucoup. Donc si vous n'êtes pas au fait de tout ça, si vous connaissez pas bien le business, vous n'allez pas être pertinente et impactante par la suite. Et là aussi, sur cette question, il y a de la communication que vous faites au niveau de votre nouveau plan stratégique, c'est ça, ouais. qui est intéressante. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ouais, ça a été aussi un moment fort. Donc ça fait 2 ans qu'on a lancé notre plan stratégique actuel. C'est des plans sur 4 ans et c'est vrai qu'on a eu une première phase en tant que communicant interne, première phase assez descendante de communication avec plutôt axé du coup manager forcément, où on cascadait des informations un peu clés autour du programme stratégique pour que les gens s'en emparent. Et puis moi je me suis rendu compte, c'est là où vous me demandiez comment j'avais réagi en me disant est-ce que je suis connecté, pas connecté. Je me suis dit en fait c'est pas suffisant ça, on touche clairement pas du tout le monde. Alors sur 210 000 vous pouvez jamais vous assurer que vous touchez tout le monde. Il faut être très sincère, très honnête. Ça c'est pas toujours possible. Mais en tout cas j'avais à cœur de me dire il faut qu'on ait une initiative qui soit plus engageante, qui concerne plus de monde et donc qui adapte le message, le fond, etc. Pour ça, on a lancé une initiative sur laquelle j'ai travaillé l'année dernière, que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelait le Green Team Challenge, où en gros, le principe, donc c'était une opération digitale, mais qui était ouverte à n'importe quel collaborateur, même sans adresse mail professionnelle. Ça, c'était vraiment une condition importante pour nous, pour pouvoir toucher aussi le terrain. Et l'idée, c'était de permettre aux gens de matcher, on a matché des collaborateurs du monde entier, donc on a fait des binômes, d'un bout à l'autre du monde, ils matchaient autour des grands piliers stratégiques de notre plan stratégique actuel. Donc on a trois piliers business. Et donc se retrouver sur des valeurs communes. Exactement. Sur ces piliers-là. Donc on a fait ce challenge-là. Et donc c'était une façon pour les gens de faire de la pédagogie pour nous autour de nos piliers stratégiques, etc. D'une façon beaucoup plus fun, parce qu'évidemment on a gamifié, il y avait un système de points pour que les gens, les binômes, se challenge entre eux et tout. Et c'est pas fini, parce que du coup on a comme je vous le disais, on a eu des points, on a eu un système de points, il y a eu des gagnants, du coup, forcément, à la fin. On a 4 binômes gagnants, donc soit 8 personnes, dont le cadeau était un voyage à Paris, qui aura lieu autour de la Journée mondiale de l'environnement cette année. Et donc, début juin, on a la chance de recevoir nos 8 collaborateurs internationaux qui viennent de partout dans le monde. Et ils vont se rencontrer. Ils vont se rencontrer en vrai. À Paris, dans quelques mois, du coup. Donc, on est en train de travailler là-dessus et on a hâte de vous montrer tout ça. Et ça crée du sens commun, justement, au moment où on se dit, tiens, on peut finalement perdre cette notion du terrain. Pour finir, Charlotte, quel conseil donneriez-vous à une communicante ou un communicant qui souhaiterait rester connecté au terrain pour faire la diff? Alors, premier conseil, je dirais, c'est rester ouvert et à l'écoute. Ça, je pense que c'est clé. Ça semble un peu bateau, mais en même temps, il faut pas être dans sa tour d'ivoire. Il faut toujours garder ça et il faut oser se remettre en question. Ça, c'est clé pour moi. Prenez jamais rien pour acquis. Il y a des choses qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins, et ça, il faut l'accepter et il faut se challenger. Ça passe évidemment. Ça, vous avez ce feedback par des KPIs, mais aussi des retours, notamment de nos communicants ou autres, ou des managers. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Et le deuxième conseil qui, pour moi, est clé, c'est constituez-vous un réseau d'alliés internes. C'est hyper important. Des gens en qui vous avez confiance, qui vous font remonter les infos. Et ce réseau-là... Les signaux forts, les signaux faibles. Exactement. Il est clé. Il est précieux parce qu'en fait, sans eux, vous pouvez pas être pertinent et impactant parce que c'est eux qui vont vous donner un peu le pouls du business, le pouls du terrain. Donc, entourez-vous des bonnes personnes et d'un réseau solide. Tout seul, on va parfois plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Toujours plus loin. Et surtout en communication. Merci beaucoup, Charlotte. Vous l'avez compris, si on parle de communication interne, eh bien, pour ne pas finir au recyclage, la com interne, elle doit d'abord parler le langage de chacun, devenir un bien commun indispensable pour donner du sens au travail de tous. C'est à toi, David.
Merci beaucoup Stéphane. On va vous permettre maintenant d'activer tout de suite vos neurones pour être concret sur le terrain. Quelles sont vos premières actions pour rapprocher le terrain du siège? On en parle avec Fabienne Ravassar. Bonjour Fabienne. Bonjour David. Ravi de t'accueillir. Tu es une spécialiste, tu es membre de l'AFSI depuis un certain temps et toi, tu accompagnes les organisations pour rapprocher le terrain du siège notamment et créer une dynamique, une transformation interne pour impliquer vraiment les équipes. D'ailleurs, tu es autrice d'un livre qui s'appelle « Impliquer vraiment les salariés » aux éditions Vuibert. Et avec ta société Baerla, tu accompagnes au quotidien des organisations. On va d'ailleurs se poser la question des premières actions. Qu'est-ce que tu conseillerais comme la première réunion qu'on doit faire dès demain pour réfléchir à rapprocher le terrain du siège? Eh bien, la première chose à faire, c'est de se poser la question de est-ce qu'on connaît vraiment ce terrain? Voilà, impliquer vraiment les salariés, ça veut dire commencer par les connaître vraiment. On a l'impression de les connaître quand on est depuis un certain nombre d'années dans une entreprise, non? Effectivement, d'autant plus qu'on est salarié tout comme eux. Donc, on vit une relation à l'entreprise qui nous semble être finalement un peu de près ou de loin la même que celle que vivent ces collaborateurs-là. Mais toi, tu dis qu'il faut réinterroger ça. Faut réinterroger ça parce que ce qu'on réinterroge, en réalité, c'est pas les personnes qu'on connaît moins parce qu'elles sont dans une usine, parce qu'elles sont sur un chantier, parce qu'elles sont sur un plateau téléphonique. On réinterroge leur manière d'être en relation au travail. Voilà. Et ça, c'est fondamentalement différent de ce qu'on peut vivre quand on est au siège, quand on a des collègues de la DRH, de la comptabilité, qui eux aussi ont un temps choisi, le plus souvent, par rapport à leur manière de s'informer dans l'entreprise, puisqu'on parle de l'information. Les collaborateurs de terrain sont des personnes qui se trouvent très contraints, en fait, dans leur organisation du travail. Et connaître et comprendre ces publics internes, qui est ce que l'AFSI recommande comme première compétence pour vraiment incarner son rôle et faire une stratégie de com interne efficace, eh bien, ça consiste à aller questionner, comprendre le travail tel qu'il se fait et définir des sortes de types de publics internes en réalité. Toi, tu parles de cartographie. Oui. C'est ça, c'est concrètement aller faire des entretiens quali, peut-être quanti, et cartographier des collaborateurs, surtout quali. Oui, surtout quali, parce qu'ils vont raconter comment ils vivent leur travail. Ouais. C'est pas sur un quanti qu'on va découvrir quel est le temps qui est réellement consacré avec le manager le lundi matin avant de partir ensuite en tournée avec son camion sur toute sa zone, qu'on va découvrir ce qu'ils vivent vraiment. Donc, le temps de travail, le type d'outils qu'ils utilisent, et même si c'est pas l'ordinateur, c'est quels autres outils, c'est quelque chose qu'on apprend qui va être intéressant par ailleurs pour un communicant interne. Et c'est de comprendre comment, de se mettre dans leur peau. En réalité, voilà, c'est ça, ce travail-là, qui ensuite permet de bâtir cette cartographie où on va d'ailleurs peut-être découvrir des choses étonnantes, parce qu'on parle des déconnectés souvent. J'ai fait une mission il n'y a pas très longtemps où, en fait, les personnes de terrain, ceux qui faisaient tourner la boutique, c'était des gens qui étaient sur des plateaux téléphoniques avec l'ordinateur là. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont déconnectés, ceux-là. Mais leur manière de travailler faisait qu'ils étaient connectés à l'application de travail. Et qu'à ça. Ouais. Donc eux aussi, ils sont quelque part déconnectés, non pas de l'informatique, mais déconnectés de l'intranet, parce qu'ils n'y allaient jamais. Dès qu'ils avaient une minute, hop, ils sortaient de devant leur poste et ils partaient fumer une cigarette dehors. J'ai moi-même refusé une fois de faire un podcast de com interne pour des personnes qui étaient justement dans cette situation-là. Ça ne sert à rien de rajouter un podcast, une vidéo pour des gens qui sont toute la journée derrière un écran. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc par contre, il y a des moments du travail dans lesquels ils sont présents. Ils ont une possibilité d'avoir autre chose que de l'info opérationnelle ou du travail à faire. C'est ça qui intéresse le communicant interne et c'est ça qu'on cartographie. Alors, on cartographie les différentes populations. On fait des entretiens quali pour les comprendre, ces populations. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Ensuite, une fois qu'on a identifié ces populations, il y a peut-être des sous-groupes de personnes qui sont en H24. Qui vont ressortir d'ailleurs des quali, etc. Qui vont ressortir de ça, voilà. Donc, on a cartographié 2, 3, 4 typologies de gens qui vont être à des moments différents atteignables. D'accord. Par autre chose. On ne sait pas encore quoi. L'outil, on s'en fout, on verra ça à la fin. On verra après. Le deuxième sujet, c'est qu'est-ce qu'on veut leur dire ? Parce que à partir du moment où on voit qu'ils ont si peu de temps à consacrer à l'information interne, le contenu
stratégique, il est fondamental. Donc, se poser la question en tant que communicant interne de c'est quoi ma stratégie de com interne vis-à-vis de ces publics-là en particulier, bien sûr pas que eux, il faut aller nourrir tout le monde. C'est des personnes qui, le plus souvent, vont être abreuvées d'informations opérationnelles, c'est-à-dire comment on fait pour travailler. Ouais. Et bien sûr, ce qui va les intéresser tout de suite derrière, c'est l'info RH. Ce qui est normal, en tout cas l'info RH pratico-pratique, est liée au bulletin de salaire, au congé, etc. Ça les intéresse. Voilà. Ça, c'est normal, et c'est même un devoir, je dirais, Bien sûr. de l'entreprise. Après, de combien de temps il dispose encore pour quoi d'autre ? Ouais. Voilà. Et c'est ce quoi d'autre qu'il faut vraiment travailler, élaborer. Et je fais aussi l'animation de la dynamique collective. Donc, pour moi, c'est avec eux qu'il faut le faire et avec leur manager. Mais ça, c'est un sujet qu'on verra juste après, je crois. Mais non, justement, les managers, Florence disait tout à l'heure qu'elle utilise beaucoup ce cascading managérial. Toi, tu as une position un peu différente. Pour toi, c'est pas l'alpha et l'oméga de la com interne que de passer par les managers, d'après ce que je comprends. Si. Parce qu'on a déjà fait un podcast ensemble, Oui, donc oui. je connais ta position. On a fait un podcast ensemble sur le management. Ce que je réfute un peu, ou en tout cas ce avec quoi je dis attention, c'est attention au cascading, au sens où cascader, c'est pas juste donner le PowerPoint pour qu'ensuite ils le délivrent. Les managers, ils sont comme nous tous, et puis ils sont comme leurs collaborateurs, ils ont très peu de temps. Si on leur donne un PowerPoint avec des éléments de langage en leur disant « Vas-y, le PowerPoint, il fait 12 pages, mais moi, j'ai que 5 minutes avec mes gars et j'ai des tas d'autres trucs à leur dire ce lundi matin-là. » Donc, ce qu'il faut faire, c'est les aider à ce cascading, en fait. Et ça, c'est vraiment le rôle de la communication interne pour moi. C'est-à-dire... encore une fois, trouver du temps avec quelques managers de ces publics-là, des managers de proximité, pour bien identifier de quoi ils ont besoin, comment est-ce qu'on va leur pré-mâcher, leur faire une sorte de digest, on peut dire, des choses à retenir sur la com interne en particulier. Et c'est là qu'on va peut-être réussir à glisser 5 minutes de podcast, une mini vidéo, mais qui sera animée par le manager, voilà, et qui l'aura, dans l'idéal, pu voir avant. Bon, ça, faut pas non plus rêver, il va pas le faire 2 fois, il a d'autres choses à faire encore. Peut-être leur communiquer en amont, voilà, avant tout le monde. Mais c'est ça, le rôle du manager, c'est pas juste dire « Ah, on a trouvé le bon canal, c'est le manager, on lui balance des trucs. » On a trouvé le bon canal, parce que ça, c'est vrai. Le manager, il représente l'entreprise pour le collaborateur de terrain. C'est Bien important de se souvenir de ça. C'est à respecter, en réalité. Et donc, une fois qu'on a compris ça, et on aide le manager dans cette action-là. Et c'est en ça que conseiller le management prend du sens aussi, qui est une autre des compétences que l'AFSI propose de déployer. C'est vraiment d'être à l'endroit, aux côtés des managers autant que possible, avec des outils et des moyens qui soient le plus adaptés possible au temps dont ils disposent. Ces gens-là sont des gens qui sont connectés au travail, ne pas l'oublier. Et donc, il faut que la com interne rentre dans les moments de leur organisation du travail. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Non, mais c'est très clair. Il faut s'intégrer dans leur moment plutôt que demander aux gens de venir dans nos moments de communicants. C'est tout à fait. Il faut s'adapter à nos audiences et faire en sorte de se mettre à leur place pour être au plus près de leurs préoccupations. C'est très clair. Merci beaucoup, Fabienne. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Et c'est revoir. parti pour la carte blanche. Et c'est Sophie Palès qui nous réserve sa carte blanche. Bonjour et merci à l'AFSI de m'offrir cette carte blanche. Je suis Sophie Palès, je suis intervenante auprès de dirigeants, managers et équipes pour travailler sur leurs problématiques de travail et leurs identités de métier. J'ai fondé le cabinet Momentum. Aujourd'hui, je vais aller à la rencontre avec Emmanuelle Nout, je vous en dirai plus dans un instant. Nous allons rencontrer toutes les deux une communicante interne pour la saison 2 des travaux du groupe de travail Récit de métier. Et pour ce projet, je suis très fière et très heureuse de pouvoir mobiliser une méthode qui m'est chère, c'est la méthode des récits de vie, une méthode qui permet d'aller au plus près des identités personnelles et des identités de métier. Vous vous souvenez, saison 1, nous avions rencontré 20 communicants pour les interroger sur le quotidien de leur activité, de quoi leur métier est fait, leur satisfaction, les points les plus délicats. Et cela avait donné lieu à un magnifique recueil de 20 récits de métiers très incarnés. Cette fois-ci, saison 2, nous allons les enregistrer. Ce seront des interviews autour de leur trajectoire professionnelle et de leur trajectoire de vie. Quels sont les moments marquants de leur parcours? Quels sont les moments où ils ont bifurqué? Quels sont les déterminants qui ont présidé à leur choix de métier et choix de vie? Pour cette aventure, je vous emmène avec Emmanuelle Nout, éditrice de beaux livres, fondatrice de l'agence Newing et réalisatrice de podcasts. Nous allons aller à la rencontre pour ce pilote d'une communicante interne que vous allez découvrir dans un instant. Emmanuelle, Lina, c'est parti.
Et voilà, c'est dans la boîte, à Blé Studio. Merci beaucoup Emmanuel, merci Sophie pour votre carte blanche. C'est maintenant la séquence de l'agenda de l'AFSI. Et vous la reconnaissez, Sarah Chahiri, responsable relations adhérents et communication de l'AFSI, est avec moi. Bonjour Sarah. Bonjour Stéphane. Et bien sûr, on va parler de l'agenda du mois et on se dirige tout de suite vers la capitale des Gaules. Tout à fait. Le 28 avril prochain, place Bellecour à Lyon, dans les locaux de l'agence Secno, où a l'habitude de se réunir le réseau AFSI de Lyon. Donc un petit after-work de printemps pour échanger entre pairs, voilà, partager. Un moment convivial, comme on les aime, 18h30, 20h30 et partage d'expériences. C'est parfait. Pour ceux qui s'intéressent à l'événementiel, il y a aussi un beau temps fort qui se profile. Oui, nous sommes en train de vous préparer un webinaire qui aura lieu le 27 mai prochain sur les événements impactants. Donc au cours de ce webinaire, on fera un petit état des lieux des tendances actuelles. Et surtout, si vous-même, vous avez participé à un événement qui vous a marqué et que vous voulez partager, n'hésitez pas à nous contacter car ça va nous servir pour préparer cette activité. Et ce webinaire sera animé par Charlotte Kérihuel, qui était avec nous précédemment, mais aussi Élodie Chadel-Amanou, directrice de la communication interne et de l'engagement du groupe RATP, qui conclut cette émission avec David juste après. On passe maintenant au volet professionnalisation avec les formations de l'AFSI, rapidement avec 3 sujets de formation qui vont arriver, 3 sujets dont le premier qui sera la communication de crise. Oui, 3 dates à retenir. Le 6 mai, communication de crise, apprendre à gérer une crise, comprendre comment ça fonctionne. Deuxième date, le 11 juin, créer et animer un réseau de correspondants internes, apprendre à structurer son réseau au sein de l'entreprise. Et troisième formation, une formation sur 2 jours, le 20 mai et le 24 juin, structurer efficacement sa communication interne, apprendre à créer un plan de com, à établir un plan de com, apprendre à établir un tableau d'indicateurs de résultats et à justifier ses choix auprès de la direction. Tous les détails sont évidemment à retrouver sur le site de l'AFSI. Il n'y a plus qu'à s'inscrire. Merci beaucoup, Sarah. Avec plaisir, Stéphane. Je crois. La parole est à toi, David. Et c'est la conclusion de cette émission. Et pour conclure cette 3e édition de Fait la Diff, je suis avec Élodie Chadel-Amanou. Bonjour Élodie. Bonjour. Directrice communication interne du groupe RATP. Élodie, comment on pourrait conclure? Quelle est ta conclusion de cette édition de Fait la Diff? La com en direction des salariés non connectés, c'est quelque chose qu'on connaît bien à la RATP, puisqu'on a beaucoup de nos salariés qui sont sur le terrain en horaire décalé, qui ne sont pas dotés de device de l'entreprise. Donc c'est un sujet qu'on investigue tout le temps. Moi, la première chose que je voudrais dire, c'est d'abord le sujet des salariés non connectés. Je pense que c'est celui qui nous demande le plus d'humilité, parce que clairement, c'est un sujet qui revient très régulièrement, qui évolue beaucoup, parce que les pratiques évoluent, parce qu'on a désormais des smartphones, comme ça a été évoqué. Il y a quelques années, parfois on n'avait aucun moyen de communication directe, on n'avait que de l'affichage. Enfin, c'est quelque chose qui évolue beaucoup. La pratique évolue, les manières de fonctionner évoluent. Dans les entreprises, même s'il y a des traditions culturelles, quand on se transforme, quand on a des nouvelles générations qui arrivent, quand on a des nouvelles organisations, il faut tout le temps s'adapter. Donc en effet, l'adaptation, la flexibilité, la remise en question, la proximité avec sa cible, elle est d'autant plus importante qu'on peut s'appuyer sur des relais. Vous avez parlé des managers. Nous, c'est quelque chose, un sujet sur lequel on travaille beaucoup. C'est aider le manager de proximité dans sa pratique, donc comprendre comment il travaille lui et comment il peut se faire le porte-parole. Qu'est-ce qu'il faut lui mettre à disposition. Donc c'est effectivement un vaste sujet, mais c'est beaucoup d'attention, beaucoup de rex. Quand on met quelque chose en place, s'assurer que ça marche. Si ça marche pas, on recommence. Parfois, ça marche à certains endroits et ça marche pas à d'autres, alors que c'est les mêmes organisations. Donc c'est aussi s'adapter à des multicanaux, à des pratiques et à effectivement le manager. Je pense que c'est quand même aussi vraiment pour nous la courroie de transmission principale. Donc c'est à lui qu'il faut demander comment il travaille et qu'est-ce qu'il a le temps de faire passer aussi. Et tu as raison de parler d'humilité, parce qu'en préparant cette émission, on a eu un peu de mal à trouver des personnes qui étaient OK pour venir en parler, parce que souvent, on me disait non, on n'est pas très bon là-dessus. On tâtonne beaucoup. Et c'est vrai que c'est pas simple, il n'y a pas une solution miracle, il y en a plein, comme ça a pu être dit dans cette émission. Et puis encore plus que d'autres sujets, je pense qu'il y a énormément de situations où on a des convictions, et en fait, on se rend compte que quand on gratte, que en fait, ça marche pas. Donc il faut vraiment s'accorder de se remettre en question régulièrement.
On va parler de tes recos. C'est la tradition maintenant de cette émission. Une première reco avec un magazine, un dossier en particulier dans le magazine Ouzbek Erika. Alors, un magazine, en effet, qui s'appelle Futur maintenant, mais qui émane de Ouzbek Erika, qui existe depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. C'est un magazine qui explore le futur, hein, donc qui se targue de vouloir faire de la prospective, ce qui maintenant est quelque chose qui revient beaucoup dans des temps incertains, mais eux, ils creusent le sujet depuis très longtemps. Je vous le recommande en général parce que c'est hyper qualitatif et c'est toujours des sujets qui sont creusés avec vraiment du sérieux et du contenu. Donc c'est une ouverture de chakra, c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément ou qu'on survole. Donc le magazine est vraiment bien. Celui-là, il parle, donc son titre, c'est Qui a tué Internet. C'est très intéressant parce que ça remet le sujet de l'IA qui nous préoccupe beaucoup en ce moment au centre de cette réflexion sur comment Internet est en train de bouger avec l'arrivée de l'IA. Et notamment, ça pose la question pour nous communicants de est-ce que demain, on va pas parler que à des IA, donc tous les contenus qu'on produit en digital, est-ce qu'il va pas falloir qu'on s'adapte à des compagnons, des bots, tout un tas de nouvelles techniques qui vont nous désintermédier, c'est-à-dire que finalement, nos cibles ne s'adresseront plus qu'à l'IA pour avoir des réponses et ne viendront plus sur nos propres supports. Donc, c'est hyper intéressant de se replonger sur comment on a grandi avec ce nouveau Internet qui nous paraissait l'Eldorado, le truc infini et qui est en train de se remettre complètement en question avec l'IA. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant en tout cas, sur nos pratiques métiers, c'est aussi intéressant. Au-delà de l'intérêt philosophique de s'interroger sur cette IA qui nous envahit. On va rester dans le futur avec ta deuxième reco, la fresque des nouveaux récits. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément? Alors, je prends mon anti-sèche parce que je voulais être très précis sur les mots. La fresque des nouveaux récits, c'est sur le même modèle, si vous connaissez la fresque du climat, mais il y a aussi plein de fresques. Il y a la fresque du numérique. Enfin, maintenant, donc c'est un mode opératoire pour réfléchir. Donc, c'est un atelier en général qui se fait en 3 heures avec des cartes. Donc, il y a un support pédagogique. Et là, la fresque des nouveaux récits, l'idée, c'est de se dire, en fait, on est, nous communicants, on est producteurs de récits. C'est un peu notre quotidien de raconter des histoires et de les partager. Et l'idée, c'est de faire comprendre à quel point le récit et la manière dont on se projette et de la manière dont on raconte et qu'on se projette dans notre avenir a un impact sur la transformation. Et donc, notamment, c'est se dire comment on crée collectivement des récits qui nous projettent dans un futur désirable. Donc, c'est un peu la même idée que Ouzbek Erika, c'est se dire on est dans des périodes très compliquées, on est dans un monde très incertain, très anxiogène, et comment on fait pour réfléchir ensemble à l'impact qu'a la manière dont on parle du futur. C'est-à-dire dans les images, quand on se projette dans une image du futur et qu'on réfléchit à ce que va être notre entreprise dans 30 ans, si on la projette dans un monde désirable et qui donne envie, on aura peut-être plus envie de se transformer et de réfléchir à notre impact que dans un... Voilà, donc par exemple, vous pouvez faire un petit exercice, c'est réfléchissez à tous les films de science-fiction que vous avez en tête. Faites-vous une petite collection des affiches de ces films. Quand on les regarde, grosso modo, ça donne pas très envie. Non, c'est anxiogène, ouais. C'est très anxiogène. Il y a toujours beaucoup de noir, de mort, de fumée. Il y a plus de nature. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, si on se projette dans nos récits d'entreprise, parce que c'est aussi notre futur, c'est aussi les communautés à qui on parle, comment on se projette. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Ça déconstruit comment notre imaginaire a été forgé, notre génération, celle d'avant et celle qui arrive, et c'est vraiment hyper intéressant aussi pour quand on est producteur de récits et raconteur d'histoires, parce que c'est quand même un peu notre métier. Et on va terminer avec un peu de légèreté. On n'est pas que dans le futur noir, anxiogène. Justement, terminons avec un peu de poésie. Avec de la poésie, c'est ma 3e reco. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment dans des événements. C'est remettre de la poésie dans l'entreprise. Ah oui, remettons-en plein. Voilà, soyons un peu légers. Et ça aussi, l'art, je trouve que ce que nous amène la beauté de l'art, c'est aussi ça. C'est aussi nous projeter dans des moments plus légers et plus désirables. Et donc, il y a un collectif, notamment, qui s'appelle les Poétiseurs, et qui propose aux entreprises de venir intervenir dans les événements. Donc ça peut prendre des formes très différentes. Ils peuvent faire l'introduction de votre événement, ils peuvent aussi faire la conclusion, parce que l'intérêt aussi, c'est de rester tout au long de l'événement ou de l'intervention et de collecter la parole de ceux qui ont pris la parole pendant l'événement, et de faire une poésie conclusive ou un slam conclusif. Et donc je vous le recommande parce que c'est quand on essaye de se réinventer. On a parlé de l'humour dans la dernière étape, dans le dernier épisode de Péladif. L'humour, c'est aussi un moyen dans les événements de changer, et je trouve que la poésie, c'est aussi une manière de surprendre son public.
et de se donner de la légèreté et de partager de l'émotion. Parce que... Et là, vous vous dites, est-ce qu'il va terminer en poésie? Eh ben non, je ne le ferai pas. On va rester, ouais. On va rester tranquille. Merci beaucoup, Élodie, pour être intervenue dans cette dernière partie de cette émission. C'est la fin de cette 3e édition de Fait de la Nuit. On se retrouve le mois prochain pour vous permettre, chers communicants et communicantes internes, de continuer de faire la digue dans votre job. D'ici là, prenez soin de vous. Je remercie toutes les équipes, les équipes de Nouvelle Voix qui ont produit cette émission, le comité éditorial, Valentin, Sarah, Véronique, Romain qui travaillent pour identifier les sujets, les invités, et puis nos invités, Charlotte Kéruel, Grégoire Geiger, Florence Moureau, Fabienne Ravassar et Élodie Chadel-Amanou. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Fait la Diff. Ciao.